Ces derniers jours, des questions se posent sur la mobilité ou l'éviction des acteurs au sein du système. Certains sont éliminés, d'autres jouent aux chaises musicales dans les différentes institutions formelles de ce pays. Comment faut-il comprendre la situation politique actuelle au Congo? La chute d'Okemba, par exemple, a beaucoup fait jaser dans les chaumières et sur les réseaux sociaux. Pourtant, les Congolais doivent se rappeler que tous les membres du CMP, Yombi, Anga, etc. et ceux 1997, Adoua et tous les autres, ont tous terminé leur carrière politique soit assassinés, soit emprisonnés ou écartés. Tous les oligarques qui ont accompagné Sassou depuis 1977 ont tous été méthodiquement éteints dans la stratégie de Sassou Nguesso de passer de l'oligarchie, groupe de personnes à la tête du pouvoir, à la tyrannie, gouvernement d'une personne coupée du peuple. Oui, nous sommes bien face à une tyrannie comme nous allons le démontrer au fil de ce point de vue. Explique-nous la différence entre démocratie et oligarchie. OK. C'est des termes qui sont chargés aujourd'hui dont la définition peut varier selon notre inclinaison politique. Alors moi, je vais utiliser les termes comme ils ont été originalement définis par Aristote. Voilà. Selon Aristote, il existe 6 formes possibles de gouvernement, 3 formes pures et 3 formes corrompues. Les premières formes, c'est quand le pouvoir est détenu par une seule personne. Quand la personne agit pour le bien commun, c'est sa forme pure, la monarchie. Mais quand la personne agit juste pour son propre bien, c'est sa forme corrompue, la tyrannie. Les deuxièmes formes viennent quand le pouvoir est tenu par un petit groupe. Quand le petit groupe agit pour le bien commun, c'est la forme pure, l'aristocratie. Et quand le petit groupe agit juste pour son propre bien, c'est la forme corrompue, l'oligarchie. Les deux dernières formes viennent quand le pouvoir est tenu par tous les citoyens. Et c'est là que ça se corse un peu. Parce que pour sa forme pure, Aristote a utilisé un mot grec qu'on a de la misère à traduire, politeia. Généralement, en grec moderne, on traduit le mot politeia par état, mais c'est pas très clair que c'est ça qu'Aristote voulait dire en grec ancien. On sait qu'Aristote ailleurs utilisait le mot politeia pour vouloir dire les règles qui encadrent le fonctionnement de l'État. Ce qu'on appellerait aujourd'hui une constitution, et c'est le terme qui est préféré dans les traductions modernes des passages en question. Mais ça reste pas clair, et même les contemporains d'Aristote avaient de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait que le pouvoir tenu par tous les citoyens agissant pour les biens communs était un gouvernement constitutionnel. Et c'est là qu'on arrive à la forme corrompue du gouvernement où tous les citoyens ont le pouvoir et chacun agit pour son propre bien seulement. La démocratie. Parce que oui, selon Aristote, la démocratie était une corruption de la forme pure du gouvernement constitutionnel. C'est la situation où tous les citoyens utilisent son pouvoir politique pour son propre bien individuel plutôt que pour le bien commun et collectif. Mais attention, ça c'est la définition de Aristote il y a 2300 ans. Ça veut pas dire que c'est encore ça qu'on veut dire quand on parle de démocratie. Et aussi, ça c'était des distinctions théoriques. Même Aristote reconnaissait que la plupart des gouvernements pouvaient avoir des éléments de toutes les formes. Personnellement, j'aime le rappel que même en démocratie, un gouvernement peut devenir corrompu si on met les intérêts individuels au-dessus de ceux du bien commun. Les analyses politiques seraient pourtant plus simples si les fameux analystes congolais se penchaient sur les différentes publications d'Aristote d'il y a plus de 2300 ans. Ce qui caractérise la tyrannie, d'après Aristote, c'est l'abus de pouvoir. Ce qui est subtil, c'est que le tyran n'abolit pas les lois, il se place au-dessus d'elles. Le tyran est ainsi défini comme celui qui développe une grande hostilité. Aristote qualifie le tyran d'homme bestial. Il écrit ceci: quant à l'homme bestial, incapable de vivre en société, sans lignage, sans loi, sans foyer, homme de rapine et de violence, avide de guerre, il n'a cure ni de ses enfants, ni de son père, ni de ses amis pour satisfaire son appétit de domination. Sa démesure, son hubris, en fera un tyran s'il le peut. Le tyran est ainsi défini comme celui qui développe une grande hostilité pour les personnes qu'il gouverne, et qu'il va à la fois désarmer et asservir. C'est ainsi le règne d'Éole arbitraire, on parlerait aujourd'hui du fait du prince, car le tyran exerce son autorité selon ses propres vues, c'est-à-dire non dans l'intérêt des personnes qu'il gouverne mais pour son propre avantage. N'est-ce pas, ici, le portrait craché de Denis Sassou et sa stratégie de conservation du pouvoir? Il suffit de lire les publications d'Aristote pour comprendre les forces du système. Que dire de tous les prétendus universitaires qui se présentent aux élections? Ici, j'interpelle Manangou Vivien. Comment faut-il interpréter cet acte? Il aura peut-être le loisir de me répondre un de ces jours après le silence assourdissant qui a suivi la proclamation des résultats. Est-ce de l'opportunisme, du cynisme ou de l'ignorance de ces principes édictés par Aristote? En effet, Aristote a analysé, d'une des manières les plus fines et précises qui soient, les principes qui permettent d'instaurer et de faire durer une tyrannie en publiant les 12 principes fondateurs de la tyrannie. Parcourons-les pour rafraîchir la mémoire de certains qui les auraient oubliés. Les 12 principes fondateurs de la tyrannie. Principe 1. Réprimer toute supériorité qui s'élève. Principe 2. Se défaire des gens de cœur.
Principe 3. Défendre les repas communs et les associations. Principe 4. Interdire l'instruction et tout ce qui tient aux lumières, c'est-à-dire prévenir tout ce qui, ordinairement, donne courage et confiance en soi. Le village de Mayama est totalement négligé par le gouvernement congolais. Il n'y a aucune infrastructure socio-éducative. Pas d'infirmiers à l'hôpital, pas de pharmacie. Il n'y a quasiment pas d'enseignants à l'école. C'est très difficile. Cela me fait de la peine. Mon cas par exemple, je suis enseignante, obligée de dispenser les cours de la 6e en 3e. Ici, un seul professeur peut dispenser 2 ou 3 matières de la 6e en 3e. Vous imaginez combien c'est pénible? Certaines populations qui avaient fui la guerre voudraient rentrer, mais elles ont peur. L'atmosphère à Mayama fait peur. De Brazzaville, si je n'étais pas assez courageuse, je ne serais pas revenue ici à Mayama. Il y a 2 camps ici à Mayama, un camp militaire et un autre des ex-combattants. Nous vivons dans cette atmosphère où les soldats se baladent avec les armes comme s'il y avait encore la guerre. Psychologiquement, cela nous rend très mal à l'aise. C'est ce que retient d'ailleurs certaines personnes qui veulent rentrer ici à Mayama. Pourtant la guerre était finie, mais les soldats continuent à se pavaner avec les armes de guerre. Cela voudrait dire qu'il y a un autre problème. Dans Mayama seulement, pas dans d'autres. Donc ça aussi. De la 6e en 3e, vous dispensez des cours dans ces classes. Dans ces classes. Alors, comment vous partagez comment vous faites? C'est très difficile. On ne peut pas avoir un emploi du temps sur ça. Nous avons un emploi. Ça, c'est pas un emploi du temps. C'est une torture pour nous. Parce que quand tu commences de la 6e, chaque jour, je dois prendre 3 niveaux. Chaque jour, j'ai 3 niveaux. Parce que j'ai 3 matières à disposer. Donc, il faut que je prenne 3 niveaux. Ou encore 4 niveaux aussi. Et le samedi, il faut faire revenir ceux qui préparent le BPC. Le vendredi, on s'arrête, c'est-à-dire dès 10h, il faut lâcher les enfants, parce que ces enfants-là repartent au village. Donc, c'est pas facile. Bon, prenons un jour de lundi. Comment vous travaillez? Le lundi, vous vous réveillez, vous arrivez à l'école? Le lundi, tel que moi. Oui. Quand j'arrive le lundi, j'ai 6 heures. 6 heures, donc j'ai 3 niveaux. Je passe les 2 premières heures, je passe en 6e, maths. 2e, 4e heure, je suis en 5e. Et je termine en 3e, mathématiques. Donc chaque lundi, j'ai mathématiques dans 3 niveaux. Ainsi de suite, il y a des plots comme ça là aussi. Et pendant que vous êtes en train de dispenser les cours en 6e, ceux de la 5e, oui, nous avons des professeurs. Nous avons, bon, pas des professeurs, nous avons des prestataires. Nous sommes au nombre de 4. Actuellement, on a reçu encore un jeune et il s'est ajouté, donc nous sommes 4. Donc, comme moi je suis en 5e, l'autre passe moi je suis en 6e, l'autre passe en 5e. Le moment où lui il sort, moi je remplace en 5e. C'est comme ça. C'est pénible quand même. C'est très pénible, c'est comme je viens de dire, pour nous c'est comme une prison, une punition. Surtout sur le recrutement, l'État congolais néglige vraiment les villages. C'est ceux de la ville, ceux qui sont dans les maisons qui ne font rien qu'on récupère. Ceux qui sont sur les terrains, on ne les regarde pas. C'est comme si nous sommes maltraités. Bon, comme nous sommes des prestataires, c'est comme si nous manquons beaucoup de choses. Mais moi, je pense que le travail que nous faisions, c'est pour aider. On est en train de contribuer aussi à l'évolution aussi. Parce que le village n'a plus de professeurs. Donc il fallait revenir et former ces jeunes. On ne peut pas laisser l'école mourir. Nous sommes là, tel que moi je suis là depuis pratiquement 5 ans. Je suis à Mayama. Il fallait faire le champ aussi. Il faut faire le champ pour avoir quelque chose sinon. Les parents n'arrivent même pas à payer. Les parents n'arrivent pas parce que les parents ne travaillent plus. Comme vient de dire mon frère, ils n'arrivent plus à travailler comme il faut.
Principe 5. Empêcher les loisirs et toutes les réunions où l'on pourrait trouver des amusements communs. Principe 6. Tout faire pour que les sujets restent inconnus les uns aux autres, parce que les relations amènent une mutuelle confiance. L'atomisation, c'est quand un régime tente de prendre chaque individu de la société et d'en faire un élément isolé. C'est l'un des meilleurs moyens qu'ils ont trouvé pour garder le pouvoir. Ils cherchent à contrôler la population, faire en sorte que tous aient peur des autres, redoutent de s'exprimer et d'agir ensemble, qu'on ne puisse pas dire à ses voisins ni à sa famille ce que l'on pense vraiment. Principe 7. Bien connaître les moindres déplacements des citoyens et les forcer en quelque façon à ne jamais franchir les portes de la cité pour être toujours au courant de ce qu'ils font et les accoutumer par ce continuel esclavage à la bassesse et à la timidité d'âme. Principe 8. Savoir tout ce qui se dit, tout ce qui se fait parmi les sujets. Principe 9. Semer la discorde et la calomnie parmi les citoyens. Mettre aux prises les amis entre eux, irriter le peuple contre les hautes classes, qu'on désunit entre elles. Principe 10. Appauvrir les sujets pour que, d'une part, sa garde ne lui coûte rien à entretenir, et que, d'autre part, occupés à gagner leur vie de chaque jour, les sujets ne trouvent pas le temps de conspirer. Principe 11. Mettre en place un système d'impôt qui absorbe la valeur de toutes les propriétés. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Principe 12. Faire la guerre pour occuper l'activité de ses sujets et leur imposer le besoin perpétuel d'un chef militaire. On voit encore dans les rues de Brazza des barrages policés par la garde présidentielle congolaise et puis ces grands mouvements de population des quartiers sud vers les quartiers nord, les quartiers sud qui sont bien sûr des quartiers qui soutiennent plutôt l'opposition au Congo, une situation donc maîtrisée mais qui reste très fragile et assez précaire après une nuit qui a été sans doute très choquante pour ceux qui ont entendu ces tirs nourris qu'on entendait jusqu'à Kinshasa, donc de l'autre côté du fleuve.
preuves. Et puis, vous le disiez, 2 quartiers qui ont été les scènes de combat, de conflits qui ont duré plusieurs heures. Alors, l'heure est maintenant à l'enquête. Le gouvernement accuse des miliciens qui soutiennent donc l'opposition d'avoir infiltré Brazzaville pendant la nuit et d'être montés à partir de ces quartiers sud pour attaquer une position militaire et 4 commissariats. Le gouvernement qui accuse les miliciens proches de cet ancien rebelle Frédéric Bin Samou, les miliciens ninja proches, les anciens miliciens ninja de Bernard Colécas, maintenant sous la direction de Frédéric Bin Samou. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui a été joint ces dernières heures par Le Monde Afrique. Il répond qu'il reconnaît encadrer et soutenir des populations qui agissent contre le pouvoir et qui n'hésitent pas à employer la force, même si les armes ne sont pas les siennes, puisqu'il les a rendues. Aristote mettait en avant que le propre du tyran est de repousser tout ce qui porte une âme fière et libre, car il se croit seul capable de posséder ces hautes qualités. Aristote retenait 3 chefs principaux qui sont le but permanent de la tyrannie. 1 degré l'abaissement moral des sujets. 2 degrés la défiance des citoyens les uns à l'égard des autres. 3 degrés l'affaiblissement et l'appauvrissement des sujets. C'est notre argent, on a souffert. Nous sommes en démocratie, on est libre de parler. L'argent est parti où? Ils sont déterminés à tenir une grande illimitée. Ces retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires crèvent. Pointés au rond-point de la gare, au centre-ville, sont sur le point d'aller manifester devant la primature, bien qu'étant informés de la démission du gouvernement Clément Mwamba. On n'est pas d'accord. 33 mois, c'est trop. Pas de nouveaux, pas d'anciens retraités. Payez nos pensions. Payez nos pensions. Mais ils sont empêchés par les hommes en uniforme. Nous sommes venus ici, non pas par brutalité, nous sommes venus parce que nous avons 34 mois aujourd'hui de pension impayée. Il y a 2300 ans, Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ, a décrit le mode d'emploi de la tyrannie que Sassou Nguesso, grâce à des spin-doctors comme Strauss-Kahn, Jean-Yves Olivier, Jean-Paul Pigas, etc. déploie au Congo. Rien de nouveau sous le soleil. Dans un système comme celui-ci, la seule relation qui lie les citoyens au pouvoir est la résistance et non l'opposition politique comme elle se définit au Congo. Aristote poursuit. Quant aux tyrannies, elles se préservent de 2 manières totalement opposées. La première est traditionnelle, et elle est pratiquée par une grande majorité de tyrans dans leur gestion du pouvoir. Il y a les moyens pour conserver, dans la mesure du possible, le maintien de la tyrannie, élaguer en supprimant les élites et éliminer les libéraux. Interdire les manifestations publiques, les clubs politiques, toute forme d'éducation et toute activité du même genre. Surveiller au contraire tout ce qui donne ordinairement courage et confiance en soi. Ne permettre ni loisirs ni autres réunions culturelles et employer tous les moyens pour rendre inconnus au maximum les gens entre eux, parce que la familiarité accroît la confiance mutuelle. En outre, obliger les habitants à vivre sans cesse au grand jour et à passer leur temps aux portes du palais. C'est ainsi que leurs actions risquent le moins de passer inaperçues et que, grâce à cet esclavage continuel, ils s'accoutument eux-mêmes à la bassesse d'âme. Et aussi tous les autres procédés du même genre, que l'on voit chez les Perses et les barbares, et qui favorisent la tyrannie, ils produisent tous ce même effet. En voici d'autres. S'efforcer de ne rien ignorer de tout ce que chacun dit ou fait, et avoir des espions pareils à ces femmes de Syracuse qu'on appelle les indiques. Envoyer des taupes, comme Hieron, pour tout écouter dans les associations, dans les réunions, parce qu'on est moins franc quand on craint de tels espions et, si l'on parle librement, on passe moins inaperçu. Semer la discorde et la calomnie parmi les gens. Mettre aux prises les amis entre eux. Le peuple contrôlé. Les chefs de quartier de nos villes et villages sont considérés comme les relais des pouvoirs publics. Comment réagissent-ils devant les questions de sécurité? En ce qui concerne la sécurité dans les quartiers sont tout d'abord subdivisés en zones et en blocs. Donc nous travaillons ensemble avec les chefs de zone et les chefs de bloc. Par exemple, dans mon quartier, quand nous avons des veillées, nous organisons que la zone et les blocs assistent le lieu de la veillée pour éviter le dérapage de la jeunesse. Bon, maintenant, dans le cas de la sécurité, des bébés noirs ou bien des armées, des rails, des coulamens, tout ça comme ça, là aussi, on fait un travail de fond toujours, tout d'abord pour conscientiser les parents, pour qu'ils gardent leurs enfants dans les maisons. Les zones, quand nous avons une situation par exemple de bébés noirs ou bien de quoi qui rentrent dans les quartiers, automatiquement nous faisons l'effort de signaler la police. En ce qui concerne la sécurité surtout, c'est nous,
La nuit comme le jour, nous veillons aux petits bandits qui font de n'importe quoi dans les quartiers. Et nous signalons à la police là où ils habitent, dans quel secteur où ils se retrouvent, on signale à la police et la police fait son travail. Moi, dans mon quartier, j'ai un PSP. Tous les matins, je suis devant le commissaire pour échange d'idées. Ce qu'ils ont fait la nuit, ce qu'ils ont trouvé la nuit comme bandits ou voleurs, c'est à eux de me signaler. Moi aussi, ce que j'ai vécu dans mon quartier, dans la nuit, je signale au commissaire. Lui aussi, il prend en ligne de compte sur ce que j'ai vu. Voilà, nous travaillons en bon terme avec eux. C'est tous les jours que je fais ça. De même, en rapport avec la circulaire du Premier ministre, chef de gouvernement, Clément Mwamba, sur l'opération de salubrité tous les premiers samedis du mois, ces chefs de quartier réagissent. Par rapport à la circulaire du Premier ministre, nous avons un site que nous travaillons tout le temps, que le maire d'arrondissement connaît, et terrain IPB. Chaque premier samedi du mois, nous travaillons au terrain IPB. Donc il n'y a que là-bas que nous travaillons chaque premier samedi du mois. Le Congo est l'un des pays le plus policés d'Afrique subsaharienne. Les villes, quartiers, blocs et villages sont quadrillés par des agents du pouvoir qui sont les yeux et les oreilles de la Stasi congolaise. Les chefs de quartier, de blocs et de villages sont les auxiliaires de la police répressive. Sous prétexte d'assurer le maintien de la tranquillité et de remplir certaines tâches administratives qui entre nous peuvent relever des mairies, ils livrent à la police des citoyens dont certains ne reviennent pas vivants. Appauvrir les gens est encore un autre procédé de la tyrannie. C'est le moyen à la fois de ne pas avoir à entretenir de garde et de priver les gens, trop occupés à gagner leur vie de chaque jour, de tout loisir pour conspirer. Politique, 5, 11, 2 à 4, 1313 B 11 à 16. La pensée d'Aristote voit dans l'homme un animal politique qui, pour sa survie et sa perpétuation, doit nécessairement vivre en communauté. Tout l'enjeu de la politique, dès lors, consiste à organiser la vie commune dans le souci du bien commun. Ce qui est à l'avantage de toute la cité, la nation, l'intérêt commun, doit ainsi toujours primer sur les intérêts particuliers d'une faction. Si bien qu'en définitive, penser la tyrannie selon Aristote ne revient pas seulement à dépoussiérer un vieux traité de philosophie politique issu de la sagesse des anciens. Il s'agit d'une réflexion des plus actuelles, portant sur une déviance fondamentale de l'être humain en société. La volonté de dominer, de soumettre et d'avilir l'autre pour s'en faire le maître absolu. Nous avons compris qu'Aristote, il y a 2300 ans, nous donne les billes pour comprendre le modus operandi de Sassou pour durer au pouvoir et exercer la tyrannie pour atomiser, soumettre et persécuter les populations. Autopsion ce régime à la lumière des éléments intelligibles que nous donne Aristote pour mieux en comprendre la stratégie et le fonctionnement. Ce régime, porté à bout de bras par des spin doctors qu'il paie à prix d'or comme les Strauss-Kahn, les Jean-Yves Olivier, et tous les autres, a tendance à manipuler les populations avec des institutions Canada Dry dont le fonctionnement n'a rien à voir avec les vraies démocraties. Qu'est-ce qui le distingue des autres régimes autoritaires et en quoi ces différences de fonctionnement interne contribuent-elles à expliquer l'exceptionnelle longévité de Sassou au pouvoir? Les Congolais doivent comprendre que les causes de la survie ou de la chute des régimes tyranniques sont à rechercher dans la structure même de ceux-ci. Ils doivent se poser les bonnes questions et bien nommer les choses pour ne pas ajouter à leur malheur. Oui, ce régime est vulnérable parce que sa base se rétrécit au fil des années. Alors quels sont les risques qui remettent en question la stabilité de ce genre de régime autoritaire, d'une part? Et d'autre part, à quelle solution ce régime peut-il avoir recours pour faire face à ces risques? Les risques auxquels doit faire face tout régime autoritaire peuvent se résumer à deux sources de conflits potentiels, à savoir, d'une part, les conflits entre dirigeants et citoyens et, d'autre part, les conflits entre les membres de l'élite au pouvoir, le talon d'Achille du système. Pour faire face à ces sources d'instabilité, les autocraties ont à leur disposition plusieurs stratégies possibles. Les conflits entre élites peuvent potentiellement être résolus par le développement d'institutions formelles. Tandis que les conflits entre élites et citoyens se règlent par la coercition ou la légitimation. L'institutionnalisation comme outil de régulation des conflits intra-élites. Les régimes autoritaires sont de plus en plus nombreux à se doter d'institutions formelles qui ressemblent fortement à celles des démocraties, élections, parlements, etc. Comme Aristote l'affirme, ce qui est subtil, c'est que le tyran n'abolit pas les lois, il se place au-dessus d'elles. C'est pour cela que le tyran pond des constitutions qui ressemblent à celles des démocraties pour manipuler les populations et la communauté internationale telles que le FMI,
la Banque mondiale ou les missions de médiation qu'il affectionne pour consolider l'image de médiateur sur laquelle il communique abondamment, affichage sur le réseau de JCDecaux. Il va, de ce fait, créer un système politique qui n'est qu'un simulacre de démocratie avec des institutions formelles qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la démocratie. L'objectif, induire les citoyens en erreur. En effet, cette apparente similitude entre les institutions démocratiques et non démocratiques peut conduire à 3 erreurs. A. Négliger complètement le rôle des institutions en régime autoritaire. B. Partir du principe que toute institution formelle remplit le même rôle en démocratie qu'en dictature, ou estimer qu'un régime autoritaire doté d'un parlement est nécessairement plus démocratique qu'un régime autoritaire sans parlement. C. Traiter comme une institution n'importe quelle régularité empirique dans les modalités d'accès au pouvoir ou n'importe quel arrangement résultant d'un choix politique du dictateur. C'est ainsi que la DGSP joue, en même temps, les rôles de militaire, policier et d'assurer la protection présidentielle sans publication au journal officiel sur simple décision de Sassou. Au Congo, nous sommes bien en présence d'un régime autoritaire et tyrannique, indice de démocratie, 2,79 sur 10 selon le site atlasocio.com. Comme le définit Aristote. Le régime autoritaire se définit, selon le classement du politiste Juan Lins, par un pluralisme politique limité, non responsable, sans idéologie élaborée et directrice mais pourvu de mentalité spécifique, et dans lequel un chef, ou un petit groupe, exerce le pouvoir dans les limites mal définies formellement mais prévisibles en fait. Ce type de régime constitue une catégorie autonome, distincte de la démocratie. L'enjeu essentiel de ce genre de régime est de simuler les institutions d'une démocratie. Ce sont des institutions Canada Dry, ça a la couleur du whisky, ça ressemble à du whisky mais ce n'est pas du whisky. Une justice aux ordres dont l'objectif principal est d'éliminer les opposants avec, généralement, le même chef d'inculpation, atteinte à la sécurité d'État. Ces apparences ne doivent pas nous faire oublier que ces institutions fonctionnent sur la base de rapports de force. Il s'appuie sur les faits traditionnels comme le tribalisme au Congo, plutôt sur une idéologie utopique. Juridiquement, cela se traduit par une exigence moindre. Le régime se satisfait de l'apathie politique. Tant que le citoyen ne conteste pas publiquement le pouvoir, il n'est pas inquiété dans sa vie privée. L'obéissance passive suffit. L'obéissance passive suffit. Le rapport au droit et à la Constitution, le régime autoritaire entretient un rapport instrumental avec le droit. On passe du rule of law, état de droit, où la puissance publique est soumise au droit, au rule by law, gouverné par le droit, où la loi est un outil de commandement. Le constitutionnalisme de façade. La plupart des régimes autoritaires contemporains disposent d'une constitution formellement démocratique, incluant une déclaration des droits de l'homme et une séparation de pouvoirs théoriques. Cependant, des dispositions d'exception ou des lois organiques viennent vider ces principes de leur substance. L'insécurité juridique de l'opposition. L'opposant politique n'est pas nécessairement éliminé physiquement, mais il est entravé juridiquement. Le régime utilise le droit pénal, diffamation, loi sur l'extrémisme, loi sur les agents de l'étranger, pour judiciariser la lutte politique. Cette stratégie, qualifiée de lawfare, guerre par le droit, permet de disqualifier les opposants tout en maintenant une apparence de l'égalité procédurale. Le monolithisme politique et le contrôle des élections. Le cœur du dispositif est la maîtrise du processus électoral, transformant le scrutin en plébiscite. La réélection de Denis Sassou Nguesso avec un score écrasant de 94,82% relance inévitablement les débats sur la nature du système politique au Congo-Brazzaville. Un tel résultat, particulièrement élevé, interpelle autant qu'il questionne sur le niveau réel de compétition démocratique dans le pays. Je dois d'abord remercier le peuple congolais, tous les électeurs, parce que les élections se sont déroulées dans un climat de paix, de sérénité, de sécurité, comme je l'avais souhaité et comme le peuple aussi l'avait souhaité. Et à travers les résultats que nous venons de suivre, on peut dire que le peuple a massivement participé
et à l'élection. L'absence de compétition ouverte. Le multipartisme est hégémonique. C'est la forme moderne la plus répandue. L'opposition est légale, des partis concurrents existent, mais le parti du pouvoir dispose de telles ressources, accès exclusif aux médias d'État, financement public, utilisation des fonctionnaires pour faire campagne, que la compétition est totalement déséquilibrée. L'agenda politique des 3000 congressistes, issus des 15 fédérations correspondant au découpage départemental du Congo, ainsi que de la Fédération d'Europe, prévoit plusieurs enjeux majeurs. Il s'agit notamment d'analyser le fonctionnement du parti au cours des 5 dernières années, conformément aux recommandations issues du 5e congrès ordinaire. Ces assises portent également sur le renouvellement des instances dirigeantes du parti, à savoir le comité central, le bureau politique, la commission de contrôle et d'évaluation et surtout le secrétariat permanent. Les travaux ont été ouverts par Pierre Moussa, secrétaire général du parti et président du comité préparatoire et d'organisation du congrès ordinaire. Dans son allocution, il a exprimé sa reconnaissance au président du comité central Denis Sassou Nguesso pour le soutien apporté durant son mandat à la tête de l'administration du parti. Il a également rendu un hommage appuyé au président fondateur Mariane Ngouabi ainsi qu'à ses compagnons, à la mémoire desquels ce congrès est dédié. La manipulation du corps électoral. Le contrôle ne passe plus nécessairement par le bourrage grossier des urnes, bien que cela existe, mais par l'ingénierie électorale, le découpage arbitraire des circonscriptions et l'invalidation administrative des candidatures gênantes. Il faut bien qu'il soit réglé un jour. Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas venir parler de la vitalité de la démocratie lorsque Madibou, qui a une population de plus de 270 000 habitants, a une circonscription, que Potopoto avec 84 000 habitants a 3 circonscriptions, que Nfilou à côté avec 387 000 habitants, au même niveau que Talangai, Talangai avec 390 000 habitants à 5 circonscriptions, et Mfilou avec 387 000 habitants à 2 circonscriptions. Quelle est la vitalité? Quelle est cette vitalité? C'est quelle démocratie ça? On peut dire que la démocratie au Congo a une grande vitalité. Le rôle des structures de force, armée et police. Le régime autoritaire s'appuie sur les corps constitués traditionnels. La politisation de l'appareil répressif. L'armée et la police ne sont pas neutres. Elles sont les gardiennes du régime. La surveillance et la justice aux ordres. La justice perd son indépendance pour devenir un organe d'exécution. Les juges sont nommés et révoqués par l'exécutif, garantissant l'impunité des dirigeants et la sévérité envers les dissidents. En dehors des armes et de cette vidéo pour laquelle Jean-Marie Michel Moukoko est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, s'ajoutent des appels téléphoniques vers un autre conspirateur basé au Gabon. Les services étaient en possession de renseignements selon lequel le général Jean-Marie Michel Moukoko utilisait un numéro RDC. L'exploitation de ce numéro nous a amené à nous rendre à Kinshasa pour que nous puissions avoir les relevés téléphoniques dans une période donnée. Et nous avons eu donc ces relevés qui sont aussi dans le dossier. Mais il se trouve que sur la base d'une information qui faisait état de ce que le général Jean-Marie Moukoko était en complicité avec un certain Stéphane Ravion qui se trouvait à Libreville, nous avons aussi cherché à vérifier des informations de ce côté-là. Des communications téléphoniques qui ont été interceptées par les services de renseignement. Nous avons regardé en ce moment l'exploitation du relevé d'appel du numéro RDC utilisé par le général Moukoko. Et lorsque nous sommes mis à exploiter ce document, nous nous sommes rendus compte que Stéphane Ravion a effectivement appelé le numéro RDC utilisé par le général Moukoko. Nous nous sommes rendus aussi compte que le 23 mars 2016, Eric Beradingo a appelé pour la deuxième fois
le général Mokoko à partir du numéro RDC qu'il utilisait. Le colonel Atipo affirme également que Jean-Marie Michel Mokoko utilisait un numéro de la RDC par lequel il lançait un appel à la désobéissance civile en date du 24 mars 2016. Nous nous souvenons que le général Jean-Marie Michel Mokoko avait fait une déclaration d'appel à la désobéissance le 24 mars. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que le même 24 mars, il y a eu ce que nous appelons un croisement d'appels, des appels croisés entre le général Jean-Marie Michel Mokoko, Stéphane Ravion, Jean-René Fayol et Pascal Micheneau. Et le même 24, il y a eu une communication entre Stéphane Ravion et le pasteur Ntomi. Le 25 mars, cette fois-ci, c'est le pasteur Ntomi qui fait un SMS à Stéphane Ravion. Les déclarations du colonel Atipo ont été actées au primitif par le procureur général et Christian Oba, président de la Cour, a renvoyé l'audience au vendredi 11 mai 2018 à 10h. Les services de renseignement jouent un rôle central de police politique, surveillant non seulement les opposants, mais aussi les élites pour prévenir toute trahison, coup d'état de palais. Contrôle de l'espace public et médiatique. La liberté d'expression est la première liberté fondamentale attaquée, car elle permet la formation d'une opinion publique critique. Le Congo est l'un des pays le plus policés d'Afrique subsaharienne. Les villes, quartiers, blocs et villages sont quadrillés par des agents du pouvoir qui sont les yeux et les oreilles de la Stasi congolaise. Les chefs de quartier, de blocs et de villages sont les auxiliaires de la police répressive. Sous prétexte d'assurer le maintien de la tranquillité et de remplir certaines tâches administratives qui entre nous peuvent relever des mairies, ils livrent à la police des citoyens dont certains ne reviennent pas vivants. Ils étaient 6 activistes détenus depuis 125 jours, accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce mercredi 14 juillet, ils ont été libérés, une liberté provisoire sans avoir été jugés suite à une ordonnance de justice. Des arrestations jugées arbitraires par le coordinateur du mouvement Ras-le-Bol. Donc, les dossiers étaient vides et donc nous avons pensé que les amis étaient arbitrairement détenus. Et lorsqu'on a ouvert les scellés dans le cas du docteur Alex Nzabana, il s'agissait simplement de photos de Che Guevara, des photos des anciens amis avec lesquels ils ont commencé la lutte. Et donc, pour le cas de Chris Ndongi, c'était rien du tout. Et les autres, Jean-Louis Paka, rien, n'avait pas de scellé. Et donc, nous avons pensé qu'il s'agissait là des arrestations arbitraires et qu'il était temps de les libérer. Et voilà, aujourd'hui, ils sont libres. Ils sont libres. En principe, aucune charge ne devait peser sur eux. Loin de savourer sa liberté retrouvée, Christ Ndongi, qui faisait partie des 6 activistes arrêtés, partage son inquiétude. Nous vivons dans un pays, disons, une prison à ciel ouvert. Donc, à tout moment, on peut repartir parce que nous sommes des activistes, nous sommes des hommes de terrain. Et non seulement cette liberté provisoire qu'on nous a accordée, c'est une façon d'enfreindre nos libertés. Ben, nous sommes des activistes, mais je ne pense pas que cela va m'empêcher d'être demain ou après-demain sur le terrain. De la censure à la saturation. Les méthodes ont évolué. La censure directe laisse place à des méthodes plus subtiles. Le rachat des grands médias par des oligarques proches du pouvoir. L'asphyxie financière des médias indépendants proches du pouvoir. Procès en diffamation, retrait de publicité publique. La saturation de l'espace numérique par des trolls et des fausses nouvelles pour noyer les critiques crédibles. Beaucoup d'émotions et beaucoup de questions au Congo-Brazzaville après la mort de l'opposant Bruno Osebi. Pourquoi sa maison a-t-elle été incendiée? Pourquoi le journaliste n'a-t-il pas été transféré à Paris pour y être soigné? Élément de réponse avec Michel Lachka. De nombreux amis et une famille en pleurs ont assisté vendredi aux obsèques du journaliste franco-congolais Bruno Osebi, décédé 12 jours après l'incendie qui a ravagé son domicile de Brazzaville. Un incendie d'origine indéterminée qui avait tué sa femme et ses 2 enfants. La plupart de ses amis évoquent pourtant un incendie criminel. Bruno Osebi était un opposant notoire. Il travaillait pour le journal en ligne winda.org qui venait encore de dénoncer des malversations pétrolières attribuées au régime congolais. Malgré
malgré ces brûlures qui exigeaient des soins intensifs, le tribunal de Brazzaville s'était opposé pour les besoins de l'enquête au transfert de Bruno Osebi dans un hôpital français. Le même jour de l'incendie, il y a eu un incendie au domicile d'un opposant congolais en région parisienne, chez Benjamin Tungamani. Et il y a quand même certaines coïncidences qui nous obligent à nous interroger et finalement à exiger qu'une enquête indépendante soit faite. Selon l'ONG Transparency International, Bruno Osebi souhaitait se joindre à une plainte contre le président Sassou Nguesso portant sur les conditions d'acquisition de son patrimoine immobilier à l'étranger. Si les membres de la coalition parviennent à résoudre leurs problèmes de coordination pour se coaliser contre le dictateur, l'issue est la contestation du leadership. Si, en revanche, le dictateur parvient à accumuler suffisamment de pouvoir aux dépens de ses alliés avant que ceux-ci n'aient pu réagir, il en résulte une situation dans laquelle le dictateur gouverne sans aucune contrainte, autocratie établie. Si les dictateurs de la première catégorie tendent à se faire renverser par des membres de l'élite dirigeante, ceux de la seconde catégorie tentent d'une part à gouverner plus longtemps et, d'autre part à mourir de mort naturelle au cours de leur mandat ou à tomber à l'issue de conflits extérieurs ou d'insurrections populaires. Assurément Sassou est dans cette dernière catégorie qui lui a permis d'instaurer la tyrannie, après avoir éliminé méthodiquement l'oligarchie qui l'avait aidé à prendre le pouvoir. La fonction des constitutions en régime autoritaire. À quoi sert une constitution lorsqu'il n'existe aucune instance permettant de garantir son application et de sanctionner les abus de pouvoir? La fonction de coordination est un thème récurrent. Elle est essentielle non seulement pour la stabilité du régime, mais également pour son effectivité. Les dispositions constitutionnelles portant sur le pouvoir exécutif ont une influence non seulement sur les capacités de coordination des membres de l'élite du régime, mais également sur les problèmes de coopération auxquels doivent faire face les acteurs de l'opposition. Gandhi montre que la capacité des partis d'opposition à se coaliser lors des élections présidentielles varie en fonction des pouvoirs présidentiels. Lorsque ceux-ci sont forts, chaque parti redoute que son potentiel allié ne profite de sa victoire pour revenir sur les accords préélectoraux et abuser de son pouvoir nouvellement acquis, ce qui rend la formation de coalitions électorales moins probable. Son régime autocratique est caractérisé par l'absence d'élections crédibles et par une gestion économique prédatrice. Pour compenser son manque de légitimité démocratique, il a su consolider sa stature internationale. Durant ses 4 décennies au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a fait de la diplomatie congolaise un outil central de sa stratégie politique, en diversifiant ses partenariats et en cherchant à se rendre indispensable sur la scène internationale, confondant intérêts étatiques et familiaux. Médiateur dans de nombreux conflits en Afrique, Denis Sassou Nguesso a récemment tenté de s'impliquer dans la résolution du conflit russo-ukrainien, étendant sa stratégie diplomatique au-delà du continent africain. Dans le domaine environnemental, la diplomatie congolaise a également pris conscience des opportunités qu'offre la lutte contre le changement climatique. Doté d'une forêt tropicale jouant un rôle crucial dans la capture du carbone, le régime s'est engagé activement dans les négociations climatiques internationales. Cet engagement présente le double avantage de lui permettre d'accéder à de nouveaux financements et de trouver une nouvelle source de légitimation internationale. En plus d'une diplomatie du pétrole, la capacité de Denis Sassou Nguesso à se positionner comme intermédiaire et à entretenir des relations stables avec des puissances majeures a joué un rôle clé dans sa survie politique. À plus de 80 ans, il continue d'être l'invité et l'organisateur de grands événements diplomatiques, comme en témoignent ses visites en Russie à l'été 2024 ou la réunion de l'Union africaine, EA, à Brazzaville en février 2024 sur la Libye. Grâce à cette stratégie, la France et les États-Unis évitent toute critique frontale du régime, préférant maintenir des relations pragmatiques avec un leader qu'ils perçoivent comme un potentiel acteur de stabilité régionale et qu'ils ne veulent pas voir, trop, s'aligner sur la Chine et la Russie. Cette note analyse la politique étrangère fondée sur la diversification des partenariats, la réorientation des relations régionales, l'instrumentalisation des ressources énergétiques et l'engagement dans la diplomatie de la paix et la diplomatie environnementale. Malgré une certaine infréquentabilité liée à la mauvaise gouvernance politique et économique du pays, Denis Sassou Nguesso a su maintenir une position pivot sur la scène internationale. Malgré une économie dépendante du pétrole et une dette qui entrave ses marges de manœuvre, le régime congolais parvient à jouer des rivalités internationales et soigne son image à l'extérieur. Cette légitimation par l'international semble être mise au service de la perpétuation du régime en place et du projet de succession dynastique à la tête de l'État.
La nomination en 2021 du fils du président, Denis Christel Sassou Nguesso, au poste stratégique de ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, renforce cette hypothèse. Pour conclure ce point de vue, après avoir analysé les relations entre les dirigeants et les élites du système d'une part et les dirigeants et les populations, d'autre part, nous pouvons déjà tirer un certain nombre d'enseignements. La résolution des contradictions dirigeantes et élites, nous l'avons expliqué plus haut, se résout par voie institutionnelle par jeu de chaises musicales ou d'éviction, voire assassinat des plus récalcitrants qui menacent le système. En effet, des conflits institutionnels internes, des rivalités ou hostilités personnelles peuvent nuire au fonctionnement de la dictature ou même la déstructurer. La résolution des contradictions entre les dirigeants et les populations passe par la résistance ou la légitimation. Nous avons aussi expliqué que Sassou Nguesso va chercher la légitimité de son régime qu'il n'a pas à l'intérieur à l'extérieur par les différentes casquettes qu'il porte pour avaliser son système par la communauté internationale qui ne défend que ses intérêts. Cette résolution des contradictions entre les dirigeants entre les populations peut aussi passer par l'insurrection populaire, parce que le salut ne viendra pas de la communauté internationale. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, on touche là, sur l'amendement que je vais présenter, une question sensible. Car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc. et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Envisageons-nous possible que demain notre armée, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, soit une force qui réprime ceux qui se sont insurgés contre un gouvernement qui aurait mené une politique injuste? Il y a là quelque chose qui est totalement, fondamentalement contraire avec les missions de nos armées. Je le dis d'autant plus, permettez-moi d'évoquer un exemple personnel, moi natif de Béziers, cette ville où les viticulteurs en grève se sont vus opposer le 17e régiment envoyé par Clémenceau, et ce régiment, ne voulant pas réprimer les viticulteurs en grève, a mis crosse en l'air. Il en est resté une chanson, Gloire aux soldats du 17e. Et le couplet dit, si vous aviez tiré, vous auriez en tirant sur nous assassiné la République. En 2018, nos armées ne peuvent pas assassiner la République sur le territoire national ou même à l'étranger. Donc il est impossible que nous nous engagions dans une quelconque volonté d'opération militaire pour mater une contre-insurrection. Coincé entre une tyrannie hyper répressive et une communauté internationale qui le tolère par intérêt, l'insurrection reste la seule issue. Pour cela, il faut organiser les populations pour les mobiliser. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience et de rigueur. L'éviction ou l'assassinat de certains membres de l'élite, les rivalités entre les différents petits groupes au sein du système et l'effritement progressif de l'idéologie tribaliste constituent le talon d'Achille, les faiblesses du système. Connaissant ces faiblesses fondamentales, la résistance peut délibérément chercher à exacerber ces talons d'Achille afin de changer radicalement le système ou de le désintégrer. La conclusion est claire. Malgré leur force apparente, toutes les dictatures ont des faiblesses, des inefficacités internes, des rivalités personnelles, des inefficacités institutionnelles et des conflits entre organisations et services. À la longue, ces faiblesses tendent à rendre le régime moins efficace et plus vulnérable au changement et à une résistance délibérée. Il ne réussit pas à accomplir tout ce qu'il veut. Ainsi, par exemple, certains ordres directs d'Hitler ne furent jamais appliqués car ceux auxquels ils étaient adressés refusaient de les exécuter. Le régime dictatorial peut aussi s'écrouler très vite, comme nous l'avons déjà observé en Tunisie, au Burkina Faso, au Népal et à Madagascar. Ceci ne signifie pas que les dictatures peuvent être détruites sans risque et sans victimes humaines. Tous les types d'entreprises libératrices entraînent des risques, des souffrances et nécessitent de la patience. Et, bien sûr, aucun moyen d'action ne peut assurer un succès rapide en toutes circonstances. Néanmoins, les types de lutte qui visent les faiblesses identifiables des dictatures ont plus de chances de réussir que celles qui les attaquent dans les domaines où elles sont les plus fortes. La question est de savoir comment entreprendre la lutte.
Ce sujet, nous le traiterons dans les prochains points de vue. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode de Point de vue. Merci.